ok jox ko numéro bi après danga ma koy yónnee par WhatsApp waaw bu livreur bi yegsee nga koy fay danga ma koy yónnee par WhatsApp après ma expliquer la noo koy utiliser. waaw Kumba kii alma big Abiba alma big danga ma koy yónnee par WhatsApp. Mariam jël na benn bi ok jox ko numéro bi. On a été nombreux à voir cette vidéo sur la toile, cette dame se faisant passer pour une gynécologue. Elle a consulté certaines dames. De surcroît, elle donnait même des conseils à certaines personnes via les réseaux sociaux. Rappelons que ce n'est pas une première ici au Sénégal, même si cette dame répondant au nom de Sophie Gueye a été placée en garde à vue et qu'une enquête a été ouverte. Rappelons-nous, durant la période Covid-19, il y avait aussi un faux docteur. La gynécologie, cette spécialité médico-chirurgicale qui s'occupe de la physiologie et des maladies de l'appareil génital féminin. C'est tellement intime et sensible à la fois. Bref, après ce cas-là, place à un vrai gynécologue afin qu'il nous dise c'est quoi être gynécologue. Docteur Sis, à vous la parole. Être gynécologue, c'est être juste médecin qui s'occupe des femmes. De ses soeurs, de ses tantes, et voilà. Docteur Sis nous a dit c'est quoi être gynécologue. Bien sûr, il a été bien formé et il a obtenu son diplôme. Justement, il est même reconnu par l'ordre des médecins. Ah oui, parlant de l'ordre des médecins, rendons-nous chez eux afin qu'ils nous disent quels sont les critères à remplir pour être médecin ici au Sénégal. Parce que là, vraiment, on ne comprend plus rien. Alors, docteur Bolé, quels sont ces critères? De façon résumée, pour pouvoir exercer la médecine au Sénégal, il faut 3 conditions cumulatives et nécessaires. Et c'est l'article 1 de la loi qui le dit. Il faut d'abord la condition de technicité, c'est-à-dire qu'il faut être titulaire d'un diplôme d'état de doctorat en médecine ou son équivalence. Et la deuxième condition, c'est la condition de nationalité. C'est-à-dire qu'il faut être de nationalité sénégalaise ou être membre d'un pays qui a signé une convention de réciprocité avec le Sénégal ou bien appartenir au niveau de la zone UEMOA. Et la troisième condition qui est le fait de s'inscrire au tableau de l'ordre des médecins qui correspond au mode d'exercice du médecin. Et maintenant, le phénomène que nous voyons par rapport, n'est-ce pas, à des personnes qui se font passer pour des médecins, c'est un phénomène qui était là depuis longtemps, mais qui est cette fois-ci amplifié par les réseaux sociaux. Et qu'on est maintenant dans un village planétaire. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui font ces pratiques maintenant, en tout cas, sont découvertes. Et si on est découvert, naturellement, l'ordre, en tout cas, qui est garant de l'exercice de la médecine, n'est-ce pas, porte plainte auprès des juridictions. Et les conséquences sont énormes. La première des conséquences, c'est que c'est des non-professionnels qui sont en train de pratiquer une profession, un art. En donnant un diagnostic qui est faux, on donne des médicaments qui sont potentiellement dangereux pour la santé. En faisant croire aux populations que je peux traiter telle ou telle pathologie, on les prive d'abord de vrais médecins. Donc ça entraîne ce qu'on appelle un retard au diagnostic. Et le plus souvent, c'est des malades qu'on voit à des stades de complications, à des stades tardifs, parce qu'entre-temps, ces malades ont eu à consulter ces types de personnes. Alors, ce n'est pas une première ici au Sénégal. On avait eu un autre cas durant la période de Covid-19. Quels sont les actes posés par l'ordre des médecins? Effectivement, ce n'est pas la première et malheureusement, ça ne sera pas la dernière. Et ce sont ces cas qui sont médiatisés. Mais il y a d'autres cas aussi qui sont gérés par l'ordre des médecins. À chaque fois que nous faisons face à ces types de comportements, l'ordre des médecins, naturellement, saisit les autorités judiciaires. Je pense que le plus souvent, on travaille avec les officiers de police judiciaire pour en tout cas faire une dénonciation ou bien carrément porter plainte et se constituer partie civile et suivre le dossier jusqu'à son aboutissement.
à l'heure où nous vous parlons, depuis 2020, il y a au moins une dizaine de cas que nous avons suivis et que les tribunaux vraiment les ont condamnés par rapport à leur acte d'exercice illégal de la médecine. Vous l'avez dit, c'est des patients, plus ou moins des Sénégalais, qui paient beaucoup plus les pots cassés. Aujourd'hui, comment faire pour se protéger contre ces faux médecins? C'est important d'abord de revenir à l'orthodoxie. Comme on l'a dit, l'ordre des médecins est le garant de l'exercice de la médecine et chaque année de façon régulière, pour respecter les 3 conditions cumulatives et nécessaires pour exercer la médecine, l'ordre des médecins sort le tableau annuel. Et au niveau de ce tableau figurent tous les médecins autorisés à exercer la médecine légalement au Sénégal. Donc tout citoyen, et ça c'est un message fort que nous voulons lancer, tout citoyen qui veut savoir est-ce que telle ou telle personne est autorisée à exercer la médecine peut aller directement sur le site officiel de l'ordre des médecins et consulter le tableau en ligne. Parce que c'est un tableau qui est disponible, c'est un tableau qui est mis à la disposition des populations, qui est mis à la disposition des autorités pour que nul n'en ignore le contenu. Et qu'aujourd'hui, si une personne lambda veut savoir si telle ou telle personne est un médecin reconnu par l'État sénégalais, il peut se rendre au niveau du site de l'ordre des médecins ou bien carrément faire une correspondance à l'ordre des médecins pour demander s'il y a des doutes, est-ce que tel ou tel médecin est inscrit à l'ordre des médecins. D'abord, et c'est le lieu de le dire parce que l'ordre des médecins est le conseil privilégié, n'est-ce pas, des pouvoirs publics. Il y a le ministère de la Justice, le ministère de la Santé, ils nous saisissent souvent pour nous demander des informations sur l'inscription ou non de tel médecin par rapport à l'exercice de la médecine. Donc si les autorités peuvent faire cela, un citoyen lambda aussi, s'il a des doutes par rapport à un médecin, peut consulter directement le tableau de l'ordre des médecins sur le site ou bien vraiment adresser une correspondance ou venir au niveau de l'ordre des médecins pour avoir de plus en plus d'informations. Et même mieux, ils peuvent avoir l'information au niveau des forces de défense et de sécurité. Vous l'avez compris maintenant, on a trouvé la solution pour se protéger avec cette méthode proposée par l'ordre des médecins. Plus de pièges possibles et essayons quand même de faire des efforts pour ne plus être victimes. Justement, profitons de ce cas pour revenir sur le métier des gynécologues. Quoi de mieux que donner la parole à un gynécologue pour revenir là-dessus? Alors, nous sommes partis à la rencontre du docteur Daouda Ciss, qui est justement gynécologue. Alors, docteur, nous avons plusieurs questions à vous poser aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts. Alors, docteur, est-ce que les Sénégalaises ont cette habitude de consulter assez souvent un gynécologue? Bon, effectivement, ce n'est pas vraiment habituel de voir des Sénégalais venir se consulter directement en gynécologie. Le plus souvent, c'est après un problème. Donc, on constate, c'est-à-dire que des symptômes qu'elles viennent après se faire consulter. Mais dans la plupart des cas, c'est après le mariage qu'on voit des femmes de plus en plus venir se faire consulter en gynécologie, mais pas avant le mariage. Et à moins qu'il y ait un problème particulier. Mais si ce n'est pas le cas, c'est après le mariage qu'on voit les dames consulter en gynécologie. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, c'est des femmes qui vont voir d'abord ailleurs ou utiliser certains produits avant de venir vous voir, mais c'est juste après le problème qu'elles vont venir directement vous rendre visite? Le plus souvent, effectivement, dès le constat du premier symptôme, elles peuvent ne pas venir directement. Elles viennent après les complications le plus souvent. D'accord. On va parler un peu de votre métier, c'est-à-dire à quelle fréquence une femme doit consulter un gynécologue? Bon, tout dépend de sa situation. Si elle est mariée, si elle n'est pas mariée, si elle est ménopausée ou pas. Maintenant, si c'est une dame qui n'est pas mariée, l'idéal serait, en dehors de tous symptômes, de venir au moins chaque année faire un contrôle chez le gynécologue. Maintenant, si c'est une femme qui est mariée, qui a des grossesses ou qui veut des grossesses, tout dépendra en tout cas du contexte. Maintenant, si la femme ménopausée aussi pareil, minimum c'est tous les 2 ans. Elle doit se faire consulter par un gynécologue. D'accord. Et justement, quels sont les examens que l'on fait chez un gynécologue? Bon, les examens en salle de consultation, on peut faire beaucoup de choses. En dehors de la consultation générale, en dehors de l'examen physique, où on peut faire des prélèvements, donc comme un prélèvement vaginal, on peut faire aussi un frottis cervico-utérin, on peut faire des biopsies, tout dépend.
au niveau du col utérin ou bien ailleurs. On peut faire aussi certains examens comme l'échographie, donc, ou bien l'échographie des seins, l'échographie pelvienne. Donc tout ça peut se faire en salle de consultation du gynécologue. Ouais. Aujourd'hui, on va encore parler de contraception aussi en même temps. Est-ce que vous, en tant que gynécologue aujourd'hui, vous recommandez les contraceptifs? Bon, la contraception, c'est une méthode qui nous permet d'éviter une grossesse. Et il y a beaucoup de méthodes qui nous permettent d'éviter la grossesse. Même l'absence de rapport sexuel, l'abstinence, c'est un moyen contraceptif. Voilà. Maintenant, ce n'est pas nous qui proposons aux patientes la méthode contraceptive. Donc, on lui expose toutes les méthodes disponibles en évoquant les avantages et inconvénients de chaque méthode. Après cela, maintenant, vraiment d'un avis clair, elle choisit sa méthode. La méthode choisie, on l'explique aussi en profondeur les avantages et les inconvénients donc, de sa méthode choisie. Après, on lui fait faire la méthode. Parce qu'il y a des inconvénients à utiliser les contraceptifs? Oui, il y a des inconvénients. Parfois, c'est des implants, parfois, c'est des médicaments. Oui. Et on sait que chaque médicament a ses effets secondaires possibles. Et le premier inconvénient, c'est que la contraception n'est pas efficace à 100% pour toutes les méthodes, sauf l'abstinence, bien sûr. D'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que si on utilise aujourd'hui des contraceptifs, on peut s'attendre à tomber enceinte à n'importe quel moment. Ouais. Ok, je comprends bien. Est-ce qu'une sage-femme peut remplacer un gynécologue? La sage-femme peut remplacer un gynécologue, ce n'est pas le même cursus. Et, la sage-femme a ses attributs, le gynécologue aussi pareil a ses attributs. Mais ils travaillent de concert, donc dans un même service ou bien dans une même unité pour la bonne évolution des soins pour les patientes. Mais une sage-femme ne peut pas remplacer un gynécologue. Bon, Dr Daouda Ciss, excusez-nous, accordez-moi juste quelques minutes. Pendant ce temps, allons rencontrer Fatou Kiné Aw, qui est sage-femme. Quoi de mieux qu'une sage-femme pour expliquer son travail? Alors Fatou Kiné, en quoi consiste le travail d'une sage-femme? Donc, pour la différence entre le gynéco et la sage-femme, premièrement, il y a le curriculum de formation. Donc, il y a le diplôme de sortie. Chez le gynécologue, lui, il est titulaire d'un doctorat. Et après ça, il a eu à faire sa spécialisation. Donc, il a son doctorat en médecine et il a fait sa spécialisation en gynécologie. Par contre, pour la sage-femme, c'est celle qui a subi l'examen de certification, c'est-à-dire qui a fait la licence en sciences infirmières et obstétricales et que par la suite a fait l'examen de certification et l'a réussi. Donc, elle est titulaire d'une licence en sciences infirmières et obstétricales, option sage-femme. Donc, déjà par rapport au curriculum de formation, c'est ça la différence. Et surtout, l'autre aspect, c'est par rapport aux compétences. La sage-femme, elle a des compétences qui sont limitées. On parle de fonction paramédicale de la sage-femme. C'est une filière paramédicale. Et le médecin, lui, ça, c'est une fonction médicale proprement dite. Donc, ça fait la différence entre le gynéco et la sage-femme par rapport aux compétences professionnelles. Par rapport aux compétences professionnelles, d'accord, aussi, c'est par rapport aussi au traitement des malades, il y a aussi une différence là-dessus. Effectivement, par rapport à certaines pathologies, la sage-femme peut prendre en charge. Mais quand ça excède de ses compétences, là, c'est du ressort du médecin. Donc là, il est préconisé de faire ce qu'on appelle la référence. Donc quand ça excède nos compétences, on réfère vers le gynécologue. Donc il y a des compétences qui sont limitées. Toujours concernant les sages-femmes, quels sont les cas que vous traitez le plus? Chez la sage-femme, ce que nous faisons de manière générale, il y a les consultations générales, donc il y a le traitement des infections sexuellement transmissibles, il y a également la consultation générale d'ordre purement obstétrical, on fait également les consultations prénatales, ensuite il y a l'accouchement, on fait également le suivi postnatal et les consultations chez le nouveau-né. Donc là, c'est nos domaines de compétences. Oups, j'ai fait plus que 100 minutes, docteur, mais excusez-moi. Alors, où en étions-nous? Et si on parlait des règles? Oui, docteur, des règles. Vous avez compris. Justement, ma première question concernant les règles, c'est est-ce qu'on peut avoir espoir un jour de ne plus ressentir cette douleur lorsque l'on voit nos règles? Dites-nous tout, docteur Ciss. Effectivement, comme vous l'avez dit, il y a ce mythe-là, donc que les règles disparaissent après le premier... Oui, après avoir eu un mari. Un mari. Juste après le premier rapport. Non, ça c'est des histoires. Hein. Ça, c'est des histoires parce que les règles, ce qui fait que ça fait mal, on appelle ça la dysménorrhée en fait. La dysménorrhée, il y a 3 types. Il y a des filles qui ont des règles douloureuses, donc avant la suite venue du saignement.
On appelle ça donc, le syndrome prémenstruel. Il y a des filles qui ont des douleurs au début donc, de l'écoulement sanguin. On appelle ça la dysménorrhée donc protoméniale. Et il y a des femmes qui ont des douleurs à la fin des règles, ce qu'on appelle la dysménorrhée donc téléméniale. Donc pour tous ces types de dysménorrhée-là, donc le seul traitement donc, pour la jeune fille, la jeune femme, c'est pas d'avoir un mari. Non, c'est pas d'avoir un mari, mais c'est de faire un premier accouchement. Après le premier Accouchement par voie basse, normal. accouchement normal. Accouchement normal. Dans la plupart des cas, les femmes, après le premier accouchement, donc, voient que les règles après ne seront plus douloureuses après, comme avant. Parce que le col s'ouvre. Et là, dans la physiopathologie de la survenue de ces règles douloureuses-là, il a été évoqué l'absence d'ouverture du col. Ce qui fait donc, intervenir des hormones, que sont en particulier la prostaglandine, qui va entraîner des contractions de l'utérus pour permettre l'ouverture du col, donc permettant aux règles de s'évoquer à chaque mois. Et ça qui entraîne la douleur, en fait, sur le plan physiopathologique. Maintenant, si la femme accouche une fois, le col se dilate une fois jusqu'à 10 cm, ça ne se referme pas complètement, comme avant l'accouchement. Et du coup, les règles passent facilement, sans obstacle, et ça fait plus mal. Il n'y a plus besoin de sécrétion de prostaglandine, permettant l'ouverture du col pour l'écoulement des règles après. Celles qui utilisent la césarienne alors? Elles sont dans le même cas de figure que celles qui n'ont jamais accouché. Ok. Ouais. En dehors de la solution de l'accouchement, comment faire pour soulager les règles douloureuses? Bon, il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser. Il y a la psychothérapie, déjà, qui est là, pour expliquer aux dames que c'est physiologique et que ça peut disparaître après le premier accouchement, par voie basse, bien sûr. Après cela aussi, il y a peut-être certaines préconisent la yoga. La yoga. Donc, il y a aussi d'autres types de thérapies non médicales, non médicamenteuses. En dehors de ça aussi, il y a des traitements médicaux. Donc, on leur propose des antalgiques, ou parfois des anti-inflammatoires, et ainsi de suite. Et parfois même, on peut être amené à bloquer le cycle menstruel complètement. Elle prend des médicaments donc, au long cours, au moins pendant 3 à 6 mois. On inhibe carrément donc, l'axe hypothalamo-hypophyso-ovarien. Elle ne va pas voir ses règles pendant au moins 3 à 6 mois. Et là, ça va la soulager. Mais ça ne peut pas continuer parce qu'elle aura besoin donc, de faire un enfant. Et dans ce cas-là, il faut arrêter la contraception. Voilà. Et qu'indique la couleur de nos règles? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que d'où proviennent les règles. Donc les règles, c'est du sang qui proviennent de l'utérus. L'utérus, il y a des couches. C'est un organe. Et la couche intérieure, c'est l'endomètre. La couche moyenne, c'est le myomètre. Et la couche superficielle, c'est le péritoine. Maintenant, quand on voit les règles, c'est la couche interne qui saigne. Donc l'endomètre, on a une desquamation de la partie superficielle de l'endomètre qui va sortir avec les règles. Dans cette partie-là, quand elle sort, ça sort avec des débris, ça sort aussi avec du sang rougeâtre au début des règles. Maintenant, ce sang rougeâtre-là, avant la fin des règles, va devenir du sang noirâtre. Maintenant, à la fin des règles, ce qu'on appelle la queue des règles, le sang devient marron. À la fin des règles. Maintenant, dans tous les cas, il n'y a pas de caillot de sang dans ce sang-là. S'il y a du caillot du sang, ça veut dire que c'est des boules de sang, ça veut dire qu'il y a une hémorragie associée aux règles. Mais normalement, dans les règles, c'est du sang qui ne coagule pas, donc c'est du sang qui n'a pas de caillot, qui n'a pas de boule de sang. Là, maintenant, quand il y a du sang, ça veut dire qu'il y a des caillots de sang, ça veut dire qu'il y a un saignement associé aux règles. Mais normalement, dans les règles, au début c'est rougeâtre, sans caillot. Ensuite, vers la fin, c'est noirâtre, mais sans caillot aussi. Et à la fin, maintenant, tout à fait à la fin, c'est marron, sans caillot aussi. S'il y a présence de ces caillots, il faut aller en consultation? Oui, il faut aller en consultation pour voir qu'est-ce qui fait saigner. Comment choisir une bonne serviette hygiénique? En tout cas, il y en a beaucoup dans le marché. Oui. Mais le plus fiable, c'est la serviette qui n'a pas de produits chimiques, qui n'a pas de parfum. Parce que ces produits chimiques-là, ces parfums-là, peuvent entraîner une infection. Et on va parler un peu aussi des soins, on va dire. Est-ce que vous, en tant que gynécologue aujourd'hui, vous recommandez les toilettes intimes? On en parle.
Toilette intime, ok. Alors, trop propre, c'est pas bon. On peut être propre. Et quand je dis trop propre, c'est quoi? C'est que la dame n'a pas besoin, tout le temps, de mettre des solutions dans ses parties intimes pour les nettoyer. Il y a des dames qui nettoient après, donc, après les selles, après les urines, après chaque rapport sexuel, et ainsi de suite. Alors que ce n'est pas la peine. Alors, on peut nettoyer, mais avec juste de l'eau seulement, mais pas avec vraiment une solution intime qui peut détruire à l'intérieur la flore vaginale et ça expose aux infections secondaires. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que durant les règles, la femme peut faire des toilettes intimes jusqu'à la fin des règles. Ok. Maintenant, si les règles finissent, elle n'a pas besoin d'utiliser des solutions intimes. Elle a besoin juste de l'eau pour se nettoyer tout le temps. Elle n'a pas besoin aussi de mettre son doigt dans son vagin pour sortir des pertes ou bien sortir quoi que ce soit. Parce qu'il y a des choses qui font partie de la flore normale du vagin. Et si on met le doigt, on les enlève. Si on met le doigt, on crée aussi une infection parce que les doigts peuvent être souillés et du coup on souille le vagin et donc ça va entraîner une infection secondaire. Alors l'eau seulement suffit si on ne voit pas nos règles. Quand on a une période menstruelle, on peut utiliser une solution intime. Quand on finit, on arrête la solution intime, on conduit avec de l'eau. Le rapport sexuel, le sperme, s'il n'est pas infecté, il n'est pas nocif. Donc pourquoi se laver après chaque rapport sexuel? Là aussi, il faut donc, éviter ces abus-là. Aussi, pourquoi nettoyer tout le temps le vagin? Donc c'est pas recommandé. Ce qui est recommandé, c'est pendant les menstrues. Après les menstrues maintenant, ce n'est pas recommandé de faire des toilettes intimes de manière intempestive avec des solutions intimes. Ok. Voilà, l'eau seulement suffit. Maintenant aussi, il y a une manière de se nettoyer après la selle. Il y a des gens qui se nettoient de bas en haut. Ça, c'est pas bon. Ça ramène les germes anales au niveau donc, vaginal. Ok. Voilà, ça aussi, il faut le savoir. Il faut se nettoyer de haut en bas. Pour ne pas toucher à la paroi génitale. D'accord. Ouais. Alors, il y a une autre question, c'est une fois que vous la posez bien sûr. Pourquoi on a des boutons après s'être épilé? Bon, j'ai lu cette question qui m'a fait un peu rire quand même. Donc, effectivement, les gens ne savent pas comment s'épiler. Ah, est-ce qu'il y a une méthode? Ouais. Ah, vous ne savez pas. Ah, je demande. Non, il y a une méthode de s'épiler. Ça dit qu'il ne faut pas faire des épilations en va-et-vient. Ok. Il faut épiler dans un seul sens. Et quand on fait dans ce sens-là, aller-retour, donc probablement ça va créer donc, une lésion donc, au niveau du système pileux. C'est ça qui va donner donc, ces boutons-là après chaque rasage. Donc il faut s'épiler dans un seul sens jusqu'à la fin. Vous êtes aujourd'hui gynécologue, mais vous êtes un homme et vous consultez les femmes. Comment le vivez-vous? Bon, il faut dire que ce bureau de consultation est différent de ma chambre où je dors. Donc psychologiquement, je le vis tranquille parce que je me dis que je suis dans un endroit où c'est des gens malades qui viennent ici. Donc en fait, c'est une passion. C'est une passion que j'ai eue depuis très longtemps. Et donc c'est une chose que j'aime, que je fais. Donc je ne sens pas que je travaille, enfin je ne sens pas cette charge-là, parce que pour moi, ce n'est pas un travail, c'est juste une passion que je suis en train d'exercer. Voilà, donc voilà, il n'y a rien de plus. Hein. Malheureusement, nous devons vous quitter, Dr. Sis. Vos réponses ont été vraiment intéressantes. Mais avant de vous quitter, quel est le message que vous voulez faire passer aux Sénégalaises? Parce qu'aujourd'hui, je m'adresse aux femmes, mais aussi un peu aux hommes, on va dire. Mais bon, docteur, quel est votre message? Bon, ça serait vraiment de ne pas jouer avec le côté le plus sensible et le plus noble de leur corps, qui sont les organes génitaux. Il ne faut pas vraiment s'amuser à utiliser donc, des produits chimiques, des produits vraiment autres, qui demain peuvent détruire leur vie, donc en passant par les infections jusqu'au cancer. Je crois que rien ne vaut la gynécologie, rien ne vaut la médecine vraiment moderne, mais il faut s'orienter vers la médecine moderne. Tout ce qui est esthétique, tout ce qui est folklore, tout ce qui est vraiment
comment je peux l'appeler, personnel. Je crois que ça, il ne faut pas s'en tenir vraiment à ce que les gens voient, mais il faut être soi-même, se respecter soi-même et puis avoir confiance en soi-même avec vraiment... en tout cas, il faut qu'elles travaillent sur eux-mêmes, en fait, certaines personnes, pour avoir confiance en soi, pour avoir une estime de soi, et ne pas aller vers vraiment certaines considérations qui peuvent entraîner derrière des conséquences vraiment qu'on peut après regretter, quoi. Les filles, les femmes, mais aussi plus ou moins messieurs, je crois qu'on a toutes et tous entendu ce que le docteur a dit. Mais bon, moi je dis juste, faisons encore attention à nous et justement, pour ne pas tomber dans un quelconque piège, essayons de nous renseigner davantage, se rendre chez les personnes concernées pour avoir des réponses plus précises. Le métier des gynécologues, on en parle,